Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Voici la dernière table ronde de cette journée de Digital Habitat 2022. L'occasion pour nous de parler performance environnementale et de traiter cette question: comment piloter sa performance RSE? Nos intervenants, je vous les présente. Amine Fessi, directeur de programme à la Caisse d'épargne. Marie Godard, directrice générale adjointe à l'innovation pour Paris Habitat. Jérôme Capel, directeur innovation de Pas-de-Calais Habitat. Alexandre Bourgeois, responsable développement durable, innovation et veille technique pour Polylogie. Et à distance, Philippe Fracchiola, directeur de la transformation et de la prospective pour la Société dauphinoise pour l'habitat. Comme pour chaque table ronde, je vous propose un rapide tour de table de nos intervenants qui va vous permettre de vous présenter, de donner quelques chiffres sur votre structure, vos métiers, etc. Et on commence avec vous, Amine Fessi, pour la Caisse d'épargne. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Alors, Amine Fessi, je suis directeur de programme au sein de BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Je travaille pour les caisses d'épargne, pour le réseau Caisse d'Épargne. Et j'ai en charge le développement de projets, et notamment sur le marché du logement social. Pas que, l'immobilier professionnel et le secteur public aussi, mais le logement social. Du coup, vous avez comme interlocuteur et comme client des bailleurs sociaux. Exactement, exactement. Merci. Marie Godard, vous êtes une habituée de cet événement. Vous étiez déjà présente l'année dernière et c'était avec plaisir qu'on vous reçoit à nouveau. Avec plaisir de vous retrouver aussi. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis directrice générale adjointe au sein de Paris Habitat. Donc Paris Habitat, c'est un office public de l'habitat. On est bailleur social de la ville de Paris. Paris Habitat, c'est 125 000 logements et on loge un Parisien sur 9. Donc forcément une grosse responsabilité, un gros engagement de la structure à ce niveau-là. Mais Paris Habitat, c'est pas seulement du logement, c'est aussi 4 000 commerces, c'est aussi 42 000 places de parking et puis plus de 100 hectares d'espace vert. Donc on verra, ça a évidemment aussi du sens dans notre responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Merci. Jérôme Capel. Oui, bonjour. Donc Jérôme Capel, directeur de l'innovation. Merci de l'invitation. Pas-de-Calais Habitat est le bailleur du Pas-de-Calais. On travaille avec 40 000 logements. On loge un peu 100 000 personnes dans le Pas-de-Calais avec un rôle de proximité très très fort pour l'organisation qui nous rapproche des problématiques de la précarité énergétique et comment on accompagne nos habitants, nos locataires et notre environnement dans la transition énergétique. Merci. Alexandre Bourgeois pour Polylogie. Bonjour à tous, donc Alexandre Bourgeois, responsable développement durable et innovation à Polylogie. Polylogie est un bailleur qui gère 140 000 logements, dont 80 000 logements sociaux. On a une activité de syndic avec IMO de France à Paris de France. On offre une gamme de produits logements un peu diversifiés. Ça va du logement famille à la résidence hôtelière à vocation sociale, en passant par les logements foyers et les EHPAD. Donc 80 000 logements sociaux qui passent par Logirep, 40 000, 3 moulins Habitat en Seine-et-Marne, Scalis en zone Châteauroux, autour de la zone de Châteauroux, et Logis Ouest autour de la zone d'Angers et de Nantes. Très bien, merci. Et à distance se trouve Philippe Fracchiola. Bonjour Monsieur Fracchiola, je vous laisse vous livrer à cet exercice également. Bonjour, merci et désolé de ne pas pouvoir être des vôtres sur le plateau. Donc la SDH est une SA HLM, donc filiale d'Action Logement. Donc nous sommes le chef de file en fait d'Action Logement sur le département de l'Isère. C'est une entreprise qui a été fondée en 1948 par des industriels du bassin grenoblois pour loger les salariés dans des conditions de décentes, et nous sommes restés fidèles finalement à cet ADN. Le patrimoine de la SDH plus modeste que celui de mes collègues, donc c'est 21 500 logements et on loge donc 40 000 personnes, soit l'équivalent en fait de la deuxième ville du département de l'Isère, 330 salariés et un peu plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Je suis en charge, je ne l'ai pas dit, de la direction de la transformation et de la prospective. Très bien, merci beaucoup. Allez, 4 bailleurs, un banquier. On va commencer avec vous, Amine Fessi. Vous avez la pression. Parlez-nous de l'approche de la RSE dans le groupe BPCE, notamment en sortie de crise sanitaire, en croisant les doigts de crise sanitaire. Oui, alors, je vais prendre un exemple. Le pré-impact.
C'est un produit de financement qu'on a développé et qui est déployé dans les 15 caisses d'épargne depuis maintenant 18 mois. Donc c'est tout récent. Exactement. D'une activité bancaire, 18 mois, c'est pas grand-chose. Exactement. Le prêt à impact. Exactement. Pourquoi ce mot et qu'est-ce que ça recouvre? Alors, en deux mots, et je reviendrai peut-être tout à l'heure pour expliquer de manière un peu plus technique et opérationnelle, c'est un prêt dont le taux d'intérêt est indexé à la performance RSE du client, et en l'occurrence, le bailleur social. Et c'est un motif de fierté, en tout cas pour la Caisse d'épargne, pour moi, pour nous, parce qu'on a été le premier acteur bancaire en France à proposer ce produit avec des indicateurs dédiés et spécifiques à l'activité d'un bailleur social, des bailleurs sociaux. Et vous me posiez la question de la genèse du produit. On avait des réflexions embryonnaires avant la crise du Covid-19. Et puis est arrivée la crise sanitaire en mars 2020. Et c'est vrai que cette crise a joué le rôle de catalyseur au niveau de nos réflexions sur notre raison d'être. Et on s'est posé une question extrêmement importante. C'était comment pouvons-nous, en tant que caisse d'épargne, en tant qu'acteur prépondérant dans le financement de l'économie régionale, comment pouvons-nous faire plus et jouer le rôle d'un acteur qui va au-delà du métier de financeur. Et fort de ces réflexions-là, a émergé le prêt impact. On ne l'a pas construit seul, on l'a construit avec l'appui de bailleurs sociaux. Et je pense véritablement que ce produit repositionne le rôle d'un banquier. On est passé, je le pense profondément, grâce à ce produit, d'un banquier financeur à un banquier financeur, c'est notre ADN, mais aussi partenaire de nos clients au niveau de leurs enjeux de transition environnementale et d'inclusion sociale. Je pense que ça, c'est très très important, parce qu'on va au-delà du financement et on accompagne nos clients bailleurs sociaux dans leurs enjeux RSE. Pour que je comprenne la mécanique, tout simplement, je suis bailleur social, plus ma stratégie RSE, ma politique RSE est importante au regard des indicateurs que vous proposez, meilleur sera mon taux. Exactement. Exactement. Si j'ai 2 minutes pour expliquer le fonctionnement. Allez-y. Comme je le disais, c'est un prêt dont le taux d'intérêt est indexé à la performance extra-financière, qu'elle soit environnementale ou sociale, du client. En clair, on a une matrice de 12 indicateurs, 6 environnementaux, 6 sociaux, et le client va choisir un seul et unique indicateur. À cet indicateur extra-financier, on va adosser un objectif extra-financier annuel à atteindre par le client. Donc dans la perspective d'une évolution. Exactement, dans la perspective d'une évolution. Et là, il y a 2 scénarios finalement. Premier scénario, le client atteint son objectif extra-financier. Et là, la caisse d'épargne reverse un flux financier, rogne de sa marge et reverse une bonification au client bailleur social. Deuxième scénario, le client n'atteint pas son objectif extra-financier qui a été défini à l'origine. Et vous gardez les sous. Et là, on garde les sous, mais c'est le taux contractuel qui s'applique. Il n'y a pas de step-up. Et ça, c'est très, très important. Ça reflète la philosophie du produit. Il n'y a pas de pénalité. Exactement. C'est une philosophie purement incitative pour accompagner justement nos clients dans leurs enjeux RSE. Et enfin, je terminerai par un dernier point qui me semble extrêmement important là aussi. Pour aller plus loin dans le cadre de ce dispositif, on propose au client de reverser tout ou partie de sa bonification à une association en lien avec la thématique environnementale ou sociale choisie. Et ça, c'est très important parce qu'on passe et on change de paradigme, on passe d'une relation bilatérale, client-banquier, à une relation tripartite, client-banquier, mais acteur de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par nos clients bailleurs sociaux, parce qu'on est dans le cadre du circuit court, et on est dans le cadre de l'alignement d'intérêts entre différentes parties prenantes. Voilà. Donc une façon de pousser tous les bailleurs que vous accompagnez à devenir plus vertueux, et en plus vertueux dans la vertu encore, puisque si ça fonctionne, ils peuvent encore avoir la possibilité de faire profiter une association de ce bonus. Complètement. C'est quoi la réaction de vos clients bailleurs? Alors, très positive, très très positive. On l'a proposé aujourd'hui, on l'a déployé, comme je vous le disais, depuis 18 mois. On a plus d'une cinquantaine de bailleurs qui ont souscrit à ce prêt. Donc c'est accueilli extrêmement favorablement par nos clients. Et finalement, on se positionne autrement comme banquier. Parce qu'on les accompagne dans leur stratégie RSE. Et ça, je pense que c'est un point très très important. Et
Et voilà, je pense qu'avec 50 bailleurs, c'est plus de 50 prêts qui ont été réalisés depuis 18 mois. Alors, des prêts pour financer quoi? Carrément de la construction de logements, par exemple? Oui, effectivement. Des sommes importantes. Exactement, pour financer la construction de nouveaux logements ou la réhabilitation. Oui, la réhabilitation. Et là aussi, c'est un point important opérationnel et technique du produit. On va décorréler l'objet du financement de l'indicateur extra-financier qui va être choisi par le client. Ouais. Et l'indicateur, il est forcément au niveau du parc global et de la stratégie globale du bailleur. Concrètement, il peut avoir un besoin de financement pour réhabiliter 2 immeubles, par exemple. Pour autant, on va aller le challenger et on va l'accompagner sur une stratégie globale qui englobera tout le patrimoine du bailleur. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour terminer, sur ces indicateurs, comment vous les avez choisis, sélectionnés, comment vous avez mis des chiffres en face? Vous nous parlez de 12 indicateurs. Et vous nous avez dit que c'était un peu co-construit avec des bailleurs. Alors, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont... Exactement, ça c'est un point très important. Le point de départ était la co-construction. On a mené 3 ateliers avec 4 bailleurs sociaux. Et en fait, on est parti de leurs besoins, de leurs enjeux et de leurs besoins. On l'a co-construit, et surtout les indicateurs extra-financiers, aux côtés de nos clients bailleurs sociaux. Un point aussi qui me semble très important à souligner, tous les indicateurs et tous les objectifs extra-financiers qui sont adossés à ces indicateurs, on va fixer des objectifs qui vont au-delà de la réglementation en vigueur. Et ça, c'est très important. Parce qu'on va essayer de pousser nos clients à être plus vertueux que la réglementation en vigueur. Donnez-nous un exemple d'indicateur. Un exemple. Je vais prendre un indicateur environnemental. On a le premier indicateur, pour le coup, la réduction du nombre de logements énergivores dans le parc du bailleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la réduction du nombre de logements classés D, E, F et G. Et là, l'objectif, on va prendre un objectif, c'est la réduction de 5% du nombre de logements classés D, E, F et G. Je prends un exemple, un bailleur, il a 10 000 logements classés D, E, F et G. À la première date d'anniversaire du prêt, il faut qu'il en ait 500 de moins. Exactement. Ouais, exactement. Parce qu'il les aura isolés, du coup ils auront une meilleure étiquette, etc. Surtout parce qu'il les aura réhabilités. Okay. Donc on va le pousser à réhabiliter. Et alors ce chiffre de 5%, par exemple, sur cet exemple-là, il fait l'objet de la négo dans votre bureau? Il fait forcément objet d'une négociation entre le bailleur et la caisse d'épargne. Là aussi, on a été extrêmement pragmatique parce que le 5%, on va le définir comment? On va regarder les performances passées du bailleur sur les 3 dernières années. Et on va aller fixer un objectif un peu plus ambitieux. Bien sûr. Mais en cohérence. Exactement, en cohérence. Compris. Très bien, c'est très intéressant. Marie Godard, vous allez pouvoir renchérir encore là-dessus, puisque je sais que vous avez mis en place, vous aussi, des prêts impact, et vous allez nous en parler dans un instant. Mais parlez-nous de la stratégie RSE chez Paris Habitat, et notamment de votre récente auto-évaluation qui a été contrôlée par l'AFNOR. Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé et pourquoi cette auto-évaluation. Oui, alors effectivement, on reviendra tout à l'heure sur les pré-impacts parce qu'effectivement, ce sont des choses qui sont assez nouvelles et qui sont vraiment dans des logiques gagnant-gagnant et de développement responsable. Et c'est intéressant de pouvoir en parler pour aussi promouvoir à la fois auprès de mes collègues bailleurs et à la fois auprès des banquiers qui puissent avancer sur ces sujets. Mais effectivement, donc la RSE chez Paris Habitat, c'est une assez longue histoire. Bon, la mission sociale pour un office public de l'habitat, je ne dirais pas qu'elle va de soi, mais elle est quand même native. Évidemment, on a une mission sociale. C'était quelque chose qui est affirmé, qui est évidemment porté par de nombreuses actions de l'office. Mais dès 2011... on a souhaité s'inscrire dans vraiment une démarche RSE, sans monter évidemment tous les enjeux aussi environnementaux, les enjeux énergétiques, mais aussi les aspects de performance économique, les sujets de gouvernance, de concertation autour de nos missions. Et donc, du coup, en 2011, on a lancé une démarche RSE avec une réflexion sur ces sujets. En 2013, on a souhaité rentrer et participer à un référentiel qui s'appelle EuroGR, qui est un référentiel RSE qui a été construit avec des bailleurs sociaux, à la fois français mais aussi européens, et qui permet de lister un certain nombre d'indicateurs qui étaient très adaptés à notre activité. Donc on va parler par exemple sur des enjeux sociaux, de vacances, sur les sujets énergétiques, de consommation énergétique. Enfin, on va être sans doute beaucoup plus adapté à ce qui existait auparavant pour des
des structures classiques ou des entreprises du CAC 40, etc., qui n'étaient pas forcément complètement adaptées à notre métier. Donc, on est rentré sur des évaluations EuroGR. Donc, on a une évaluation tous les ans selon ce référentiel. Et effectivement, en 2019, on a travaillé avec l'AFNOR sur une évaluation en fait conjointe à la fois du bailleur et de l'AFNOR au regard des critères de l'ISO 26000, puisque c'est un peu la norme aujourd'hui qui est nationalement et internationalement reconnue, pour pouvoir évaluer notre action. Et donc on est passé quand même d'une note qui était il y a 5-6 ans de 50 sur 100 à aujourd'hui un critère de 90 sur 100. Donc on voit bien qu'il y a quand même eu un certain nombre d'actions volontaristes de l'Office. Et la dernière étape, c'est vraiment qu'on a un nouveau projet stratégique qui a été adopté par notre conseil d'administration l'année dernière, qui s'appelle Paris Habitat 2030. Et dans Paris Habitat 2030, la première, une des ambitions socles, et qui est la première ambition stratégique, c'est vraiment de décliner l'ensemble des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc du coup, on est allé un petit peu plus loin que la RSE, vraiment en allant sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17. Au moins 16 d'entre eux s'appliquent tout à fait à notre action, que ce soit en termes de gouvernance, de social, d'environnemental, mais aussi d'économique, etc. Et donc, du coup, on a un petit peu transformé notre démarche RSE dans une démarche vraiment liée aux ODD pour pouvoir vraiment concilier, parce que c'est vraiment notre enjeu, et on le voit bien notamment dans des villes denses comme Paris, entre préserver l'environnement, mais pouvoir en même temps loger les gens, parce qu'on a besoin de construire du logement tout en ne densifiant pas trop les espaces. Ce sont des enjeux qui peuvent paraître assez irréconciliables. Nous, tout notre enjeu, c'est de les concilier au sein de Paris Habitat. Donc vraiment une démarche stratégique. Et effectivement, sur les prêts à impact, si on peut y revenir, juste pour illustrer, parce que c'est exactement ça qu'on a vécu, alors avec un de vos collègues ou concurrents, j'en sais rien, mais toujours est-il avec une autre banque, mais c'est exactement ça. C'est un projet qui est un projet de transformation d'une caserne dans Paris, d'une caserne militaire qui est transformée en logement, 600 logements, 50% de logements sociaux, 50% de logements normaux, privés. Et on avait également un certain nombre d'aménagements autres, d'équipements publics, mais aussi de locaux commerciaux, d'investissements à faire, de locaux d'activité sur ce site. Et donc, on a effectivement souscrit un prêt à impact avec un taux fixe. Donc, effectivement, un taux fixe qui est prévu contractuellement au démarrage de notre prêt, qui est un prêt sur 20 ans. Et ensuite, on a un engagement. Alors là, peut-être la petite spécificité par rapport à ce qui a été présenté, c'est qu'on est évalué par une agence de notation extra-financière tous les ans qui vient regarder nos indicateurs. On a des indicateurs sur la gouvernance, sur le social, sur l'environnemental, avec, comme le disait monsieur, un certain nombre d'objectifs qu'on a fixés conjointement. Et à partir du moment où on atteint ces objectifs, notre taux fixe est bonifié, donc il est inférieur. Et nous, on s'est engagé, Paris Habitat, à investir ces gains financiers dans des chantiers éducatifs qui permettent de, là aussi, faire un certain nombre d'interventions sur notre patrimoine, mais via des chantiers faits pour des jeunes et pour insérer des jeunes dans le monde professionnel. Très bien, merci beaucoup. On reviendra avec vous et on reviendra sur les résultats de cette auto-évaluation et sur les points forts de Paris Habitat. Mais on va peut-être aller du côté de Grenoble maintenant avec Philippe Fracchiola. C'est quoi les métiers de la direction de la transformation et de la prospective chez SDH, Société Dauphinoise pour l'Habitat? À quoi sert votre direction, monsieur Fracchiola? Une très bonne question. En fait, juste pour dire 2 mots sur ma personne, mais je ne serai pas très long. Donc, moi, ça fait 20 ans que à peu près 20 ans que je travaille à la SDH. Donc, j'étais plutôt sur une direction de gestion locative, marketing. Et donc, ça fait 1 an que nous travaillons au sein du comité de direction à revoir notre organisation. Et le pilotage que j'assure de la démarche RSE a pris une importance effectivement croissante. Et donc, on a senti la nécessité l'année dernière
de créer une direction dont la vocation en fait est d'anticiper et d'accompagner l'adaptation de l'entreprise aux mutations que connaissent en fait la plupart des organisations et en particulier donc la SDH, donc des mutations qu'elles soient technologiques, environnementales ou socio-économiques. Et donc on s'intéresse particulièrement dans ces directions aux problématiques environnementales. Vous en avez signalé quelques-unes. À la qualité du service rendu à nos locataires qui sont une clientèle particulière, hein, à la transformation numérique également, et puis une réflexion plus large sur notre modèle économique. Et tout à l'heure, dans les 2 témoignages que j'ai entendus, on voit bien qu'effectivement, le fléchage d'un certain nombre de financements est en train d'évoluer par rapport à des données donc, extra-financières. Cette direction, en fait, elle est composée de 2 grands services, le service des systèmes d'information. Donc, c'était l'ancien service informatique qu'on a débaptisé pour lui donner en fait un positionnement différent au sein de la SDH, et puis le service RSE, contrôle interne et marketing. Et donc là, c'est une équipe assez restreinte, donc qui comprend 15 personnes et 3 cadres, et volontairement, donc c'est un peu l'aiguillon au sein de la SDH pour mettre en mouvement justement l'entreprise et l'aider à se transformer et avoir aussi une vision prospective. Voilà. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair pour vous expliquer un peu les... Très clair. Voilà. Très clair, merci. Marie Godard nous parlait de l'auto-évaluation et je sais que vous êtes en cours d'audit pour évaluer votre politique RSE. Comment ça se passe et quels sont vos objectifs en la matière ? Alors, il y a beaucoup de similarités avec ce qui a été présenté par ma collègue de Paris Habitat, parce que nous sommes également membres de Delphis, qui est contributeur du référentiel EuroGR. Hein, donc, on a été à l'origine avec quelques bailleurs sur le plan national à construire ce référentiel de façon concertée avec les parties prenantes. Et donc, nous sommes engagés depuis 2005 et 2011, donc la première évaluation AFAC 26000 par AFNOR Certification. Et en fait, cette évaluation, la dernière évaluation, elle a eu lieu il y a 15 jours. Donc là, c'est terminé. Et l'idée, en fait, c'est de demander à une tierce partie de venir évaluer, c'est pas un audit, hein, c'est une évaluation, venir évaluer en fait la maturité de notre démarche RSE. Donc ça prend la forme d'un certain nombre d'interviews de parties prenantes à la fois internes et externes, de l'examen également d'éléments documentaires. Donc ça dure 1 semaine. Donc on met sous tension vraiment l'entreprise pour aller vérifier qu'il n'y a pas trop d'écart et pas d'écart, c'est souhaitable, entre le discours que nous tenons et puis la réalité vérifiée et objectivable. Et donc l'enjeu pour nous, c'était de maintenir donc notre évaluation au niveau exemplaire que nous avions déjà atteint en 2019. Il faut savoir que dans la cotation en fait, d'AFNOR Certification, le niveau exemplaire, c'est la plus haute marche en fait, de l'évaluation AFAC 26000. Donc il y avait un enjeu qui était important. La bonne nouvelle, c'est que nous maintenons effectivement ce niveau de maturité malgré effectivement la crise Covid. Et c'est vrai que ça a été une période de tension importante où on aurait pu s'interroger sur la place justement de la RSE dans l'organisation générale de l'entreprise. Et ça a été plutôt un ciment et un levier qu'un renoncement. Donc c'était important pour éprouver également la robustesse quand même de la démarche RSE. Très bien. Et alors, pardon, mais la nécessité d'être évalué régulièrement, en l'occurrence, je crois que c'est tous les 3 ans chez vous, c'est pour pouvoir bien suivre l'évolution, voir dans quel sens vous allez, quoi. Alors, c'est tous les ans pour avoir des rapports d'audit, en fait, provisoires, mais la remise en cause, en fait, de notre titre, c'est effectivement tous les 3 ans. L'idée, c'est pas d'être dans un exercice communicationnel en disant, ben voilà, nous sommes les meilleurs, ça a très peu d'intérêt, ça peut avoir un intérêt en termes, effectivement, d'affichage, mais c'est pas ce que nous recherchons. On est vraiment dans une démarche d'amélioration en continu et c'est vraiment d'identifier à la fois nos forces et puis nos faiblesses ou pistes d'amélioration pour pouvoir effectivement s'améliorer. L'intérêt aussi, c'est de maintenir une tension positive dans l'entreprise pour faire en sorte qu'on ne relâche pas nos efforts. Donc le fait d'avoir à la fois un management interne du pilotage de cette démarche RSE et d'avoir une tierce partie qui puisse venir nous challenger,
c'est important. Et puis, on a aussi une base, au travers de Delphis, de benchmarking, de comparaison sur les bonnes pratiques. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Et ce qu'on en ressort, ce qu'on peut ressortir effectivement de ces évaluations, c'est également des éléments de rassurance vis-à-vis des équipes qui investissent du temps et de l'énergie, des éléments de progression et d'amélioration. Très bien, merci Philippe Fracquelat. Pareil que pour Madame Godard, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour parler de vos points forts et de ce qui vous reste éventuellement à améliorer. Je sollicite maintenant nos spectateurs, comme je l'ai fait dans les tables rondes précédentes. On va essayer le petit exercice du nuage de mots. On vous propose le sondage suivant sur la partie gauche de votre écran toujours. Un mot pour qualifier l'engagement RSE dans votre organisation, chez vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme mot, un seul mot, pour qualifier l'engagement RSE dans votre organisation? Vous répondez sur le petit sondage et on revient dans quelques minutes pour voir ce que vous avez répondu. Jérôme Capel, parlez-nous du contexte RSE chez Pas-de-Calais Habitat. Comment ça se passe? Alors, le contexte RSE chez Pas-de-Calais Habitat a démarré en quasiment 2009-2010 par... La question était de dire comment on peut améliorer le pouvoir d'achat de nos locataires à travers nos actions du quotidien et à travers différents programmes européens, à travers différents partenariats aussi avec d'autres entreprises. On s'est concentré sur le fait de dire que la question de la performance dépendait de la connaissance des équipes des proximités, de l'usage des locataires, de l'implication des locataires dans leur quotidien, dans leur capacité d'appréhender les nouveaux systèmes, les nouveaux capacités de pouvoir utiliser mieux leur énergie. Et après, le sujet complémentaire, c'est de dire comment on informe régulièrement nos locataires de ce challenge lié à leur pouvoir d'achat qui est en grande partie chez nous dans la précarité, la capacité d'économiser ou de mieux utiliser l'énergie. Donc on a fait énormément de travaux sur le fait de dire on a distribué des tablettes au niveau des locataires pour leur faire en sorte de créer avec eux des outils. On a fait en sorte de créer des équipes de proximité qui devenaient ambassadeurs avec d'autres locataires de la qualité d'usage des logements, de la performance des logements pour arriver à un constat, c'est qu'à partir du moment où on met des mots, on met des résultats, on met des ambitions face à une consommation, face à une facture d'énergie, il y a une dynamique locale qui s'installe, c'est-à-dire que les locataires parlent à locataires, leurs gardiens, leurs équipes de proximité sont valorisés à travers l'économie qui est engendrée. Tout ça avec l'évolution aussi normative. En 2012-2014, on commençait à parler des bâtiments producteurs d'énergie, on commençait à parler de cette transition énergétique, pas appelée aujourd'hui globalement RE 2020, mais il y avait déjà ces premiers travaux sur le fait de dire en quoi le bâtiment pouvait devenir producteur d'énergie. Donc on a posé un concept avec un partenaire d'innovation composé de sociologues, de chercheurs, d'universitaires, de personnes qui maîtrisent la communication, de personnes qui maîtrisent la data, le stockage de la data, de juristes et de nos équipes de proximité pour poser un concept qu'on a appelé l'habitat contributif. C'est en quoi le bailleur peut contribuer à l'économie d'énergie, forcément par ses travaux, par un certain nombre d'actions sur le bâti, mais en quoi le locataire peut contribuer aussi à gagner sur sa qualité de vie à travers son pouvoir d'achat. Et on a mis en place les 3 piliers sur une opération en partenariat avec nos équipes. C'est des écrans tactiles dans les parties communes pour informer ce qui se passe en local sur la consommation de ce qu'il y a dans leur logement. Des équipes de proximité en binôme avec des locataires qui avaient comme objectif d'aller fidéliser la totalité du site sur le fond. Et on a posé de l'autoconsommation collective en 2016 sur le fait de dire, la question était de dire comment on peut répartir de l'énergie solaire disponible sur la toiture au niveau des locataires en électricité pour avoir un impact directement sur leur pouvoir d'achat. Et on a assimilé ce contexte en disant on a un outil de production qui est visible des locataires, c'est le soleil globalement qu'on leur amène chez eux. On a un outil de communication qu'ils ont modélisé en fonction de leur capacité de compréhension. Et derrière ça, les équipes de proximité se sont mises en place pour faire en sorte qu'au quotidien, ce soit les locataires, les équipes de proximité qui surveillent et qui, globalement, font en sorte d'atteindre leur performance. Et là, il y a toute une dynamique sociale qui s'est mise en place, qui a largement dépassé la dynamique de l'économie d'énergie par le soleil, de création d'activités,
qui vont vers du portage de pain, qui sont vers le lien social. Et pendant le Covid, donc là, ça a mis 2-3 ans à mettre en place, pendant le Covid, l'association a continué à faire le lien social, à continuer à aller chercher nos locataires. On est parti de 5-6 personnes. Dans une résidence, on a toujours les super actifs qui sont toujours prêts à tout. Enrôlés dans une formation qu'on a développée à travers un autre programme européen qui s'appelle INCRIS, qu'on a partagé avec d'autres bailleurs. C'est-à-dire c'est la méthode pour gérer des projets. Et là, on le passe au niveau du binôme équipe de proximité. Ils sont aujourd'hui en capacité, il y a une 60aine de personnes sur le quartier qui développent au quotidien des nouvelles activités de jardins partagés, de portage de petites courses à travers un triporteur qui est raccordé à l'électricité. Donc la performance et la responsabilité sociétale environnementale de l'entreprise, on l'a développée, on l'a noyautée autour du binôme équipe de proximité locataire, qui deviennent responsables, qui peuvent décider au niveau de leur environnement, au niveau de leur contexte, au niveau de leur facture, de décider quels sont les services, les nouveaux services qu'ils peuvent déployer au sein de leur résidence. Parlez-nous de l'impact sociétal de ces processus, de ces dispositifs. Alors, l'impact. Comment ça se passe l'impact sociétal, il est tout ça en place. Ouais. Quand on le met en place, l'équipe de proximité qui a formé ces locataires, elle se trouve renforcée dans leur légitimité de job au quotidien. Donc déjà, il y a un premier impact sociétal, c'est que chez nous, nos équipes sont complètement intégrées à la vie du quartier, tout en respectant la limite, responsabilité des bailleurs, obligation de la sécurité, de la tranquillité. Mais là, on a une relation particulière. Au niveau de nos locataires, dans la responsabilité sociétale, ils ont compris le nouveau métier de gardien, le nouveau métier du bailleur, qui est de plus en plus complexe dans les nouvelles normes, dans la nouvelle mise en place, dans les nouvelles conceptions. Et là, on a des locataires qui deviennent des maillons, des sas entre les dispositifs pourvus dans le quartier, sur l'emploi, sur l'activité et l'insertion, et nos locataires qui, globalement, aujourd'hui, deviennent de plus en plus aveugles de ces équipes, de ces dispositifs sociétaux disponibles sur le territoire. Et l'association se comporte comme SAS à travers les différentes activités qu'elle met en place. Et là, on a une responsabilité sociétale commune parce que c'est au sein du quartier où ce n'est pas le bailleur qui porte un service, c'est le service qui naît de la capacité des locataires, des résidents et de l'environnement, parce que là, il y a un besoin, à le mettre en charge, à le dessiner, le configurer, le communiquer à travers l'ensemble des outils, et ensuite de le garder pérenne, parce que tout au fil du temps, c'est cette association-là qui va faire en sorte de passer le relais au niveau des habitants. Comme on dit dans les programmes européens, quand le bus est parti, quand il n'y a plus de subventions, quand il n'y a plus les acteurs, quand il n'y a plus les animateurs, il reste cette équipe de proximité qui fait en sorte de passer le relais au quotidien sur les nouveaux arrivants, qui fait en sorte de garantir l'action au niveau des habitants. Et puis un mot sur le volet économie d'énergie. Quels impacts ça a ? Alors, l'économie d'énergie qui est réalisée à travers l'autoconsommation collective, elle va chez nos locataires entre 20 et 130 euros. Les 130 euros, ce sont des personnes généralement qui ont une consommation énergétique qui est due à un usage un peu spécifique du logement. On parle en annuel. On parle en annuel, bien sûr, et on parle aussi quand on est sur ces coûts de charge par rapport aux 20 euros, par rapport aux 80 euros moyens de gain de charge. C'est des personnes qui, pour les locataires qu'on a accompagnés, sont en maintien à domicile, en hospitalisation à domicile. Ça veut dire que l'énergie solaire qui est là leur permet d'absorber le coût énergétique du maintien à domicile. Et pour les locataires de consommation très très faible, de 20, 30 ou 40 euros par an, ces 20, 30 ou 40 euros par an leur permet d'accéder à des services ou d'avoir du confort dans le logement qu'ils n'auraient pas eu si on n'avait pas mis en place cette autoconsommation collective. Donc on a un bâtiment qui contribue au pouvoir d'achat du locataire, qui contribue à lui apporter du confort ou une économie en fonction de la situation sociale de la personne. Et surtout ça permet derrière ça de s'abonner au service de l'association. Et s'abonner au service de l'association, le service n'étant pas dû, n'étant pas un service porté par le bailleur, le locataire s'abonne à l'association, il s'abonne au service
que propose l'association. Et là, il y a un lien social qui est très fort parce qu'il y a une offre, il y a une demande et il y a cette capacité de devenir tout doucement autonome dans le déploiement d'activités. Très bien, merci. Alexandre Bourgeois, chez Polylogie, décrivez-nous s'il vous plaît votre politique RSE et ses différents champs d'application, puis on verra ensuite comment vous la pilotez et vous la mesurez. Très bien. Concernant la RSE à Polylogie, la RSE a maintenant une dizaine d'années, hein, grosso modo, à Polylogie, qui est orientée sur 2 grands axes, l'efficacité énergétique et la réappropriation des espaces extérieurs par les locataires, en passant notamment par la biodiversité. L'efficacité énergétique, c'est un axe qui est traité depuis une dizaine d'années. L'objectif initial, c'était de comprendre les dérives. Et lorsqu'on est responsable programme ou lorsqu'on gère lorsqu'on est responsable des services techniques, on a besoin de comprendre les modalités de conception qui ont peut-être dû commettre cette dérive sur la surconsommation. Donc l'objectif, c'était de se coordonner entre nous, et cette coordination a été rendue possible notamment par l'ISO 50001. Donc le GREP et 3 Moulins Habitat sont certifiés depuis 2016-2017, ce qui permet de donner un cap, donner une amélioration continue sur la réduction des consommations d'énergie et de travailler en transverse pour essayer d'être toujours plus performant, toujours plus cohérent sur la performance énergétique. Sur l'autre axe, qui est la réappropriation des espaces extérieurs, l'objectif, c'est de passer par la biodiversité et la création par exemple, de jardins partagés par et pour les locataires. Il y a une possibilité, notamment pour identifier des locataires ambassadeurs qui porteraient un projet associatif pour suivre, pour créer, gérer le jardin partagé, et ensuite le gérer dans la durée. De cette manière, on voit qu'il y a un respect du cadre de vie aussi. C'est le premier niveau, en tout cas, de réappropriation des locataires des espaces extérieurs. Ce qui permet également de créer des actions pédagogiques sur la biodiversité, sur les fruits et légumes de saison, sur une politique RSE environnementale un peu plus globalisante. Mais on passe nécessairement, forcément, un moment par le social. La création de réseaux de convivialité, l'entraide, des valeurs basiques, finalement, est important de réévaluer dans ces moments-là. Je reviens sur le premier sujet, sur l'efficacité énergétique. Donc certifié depuis quelques années maintenant, et on voit que aujourd'hui, dans un contexte du gaz qui est, on va dire, dit délicat, avec l'ensemble de ce qui se passe notamment sur le gaz, on s'oriente sur un plan de décarbonation, ce qui nécessite en interne de se mettre d'accord sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas en termes d'énergie renouvelable, et surtout de travailler sur les subventions et des outils financiers potentiellement, pour travailler sur tout ce qui est études, s'orienter sur les énergies renouvelables les plus cohérentes sur notre patrimoine, subventionner également de l'investissement, parce que ça va être le plus important également lorsqu'on va réfléchir à des solutions décarbonées, puis être main dans la main avec les collectivités pour se raccorder au réseau de chaleur urbain notamment. Très bien, merci. Un mot sur la façon dont vous évaluez votre politique RSE. Alors sur la partie énergétique, on met les indicateurs. Dans le cadre de l'ISO 50001, ça fait partie des objectifs de réduction de la consommation d'énergie qu'on révise annuellement. Et tous les ans, on les réactualise éventuellement si on voit qu'on ne les atteint pas ou bien les justifier. Et puis les réévaluer, donner un nouveau cap sur ces éléments-là. Sur la biodiversité, on va réfléchir plutôt à une évaluation qualitative, notamment en rapport avec les directions du patrimoine local qui vont de fait ressentir une amélioration du cadre de vie et un respect du cadre de vie, notamment sur tout ce qui est déchets ménagers, etc. Très bien. Merci beaucoup. On va regarder le résultat du nuage de mots. On vous sollicitait, vous les spectateurs de cette table ronde, pour qualifier l'engagement RSE dans votre organisation. Vous nous avez répondu plein de choses. Alors, il y a des petites choses un petit peu timides. Il y a timide, il y a diffus, il y a balbutiant. Mais il y a aussi innovation, performance, engagement, réemploi, priorité. Et puis, le gros mot qui arrive au milieu, c'est pragmatique.
pragmatique. Vraiment, c'est énorme. Hein. C'est vraiment une grosse différence. Donc, voilà, l'engagement RSE dans votre organisation, vous qui nous écoutez, pragmatique. Marie Godard, on parlait tout à l'heure de l'évaluation, l'auto-évaluation, le contrôle de l'AFNOR sur la stratégie RSE chez Paris Habitat. On parlait de l'évolution, on disait que ça avait bien fonctionné. Parlez-nous de vos points forts. Et puis on verra s'il reste des marges de progrès et s'il reste des chantiers à mener. Oui, il y a toujours des marges de progrès. Alors, dans les points forts, il y a un certain nombre de choses que je partage avec mes collègues. Hein. On a lancé un certain nombre de démarches autour de l'énergie, même s'il reste beaucoup à faire. On est également dans une démarche de certification ISO 50001. Donc, la maîtrise de l'énergie est évidemment un enjeu majeur et sur lequel Paris Habitat a beaucoup travaillé. On a évidemment beaucoup engagé de réhabilitation, de plan climat, de travail sur vraiment la maîtrise énergétique. Un autre point fort de nos démarches, c'est sans doute l'association des parties prenantes et la concertation. Les méthodes de concertation à la fois avec les habitants, à la fois avec les partenaires, à la fois avec notre gouvernance. Et ce sont des points aussi très importants pour que ensuite les projets fonctionnent, que tout le monde s'approprie nos démarches. Toutes nos réhabilitations sont systématiquement votées par les habitants. Alors parfois c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut leur expliquer, leur vendre. Parfois il faut amender le projet, mais du coup ça donne aussi derrière des projets qui sont de meilleure qualité et sans doute plus performants à tout point de vue. Donc une forte éthique dans la gouvernance. Oui, c'est ça. Et puis vraiment une démarche de concertation et de participation. Après, en termes... Quand on se rappelle que vous logez un Parisien sur 9, ouais, ça donne une idée de la dimension des outils qu'il faut avoir pour assurer toute cette concertation. Alors là aussi, ça s'appuie beaucoup sur les équipes de proximité. Hein. Ouais. Vous le disiez, c'est évident que nos équipes de proximité, les gardiens, les équipes en agence... à Paris Habitat, c'est 1100 gardiens d'immeubles qui sont évidemment très associés. Ouais, toutes les équipes de proximité. Il faut les former. Voilà, exactement. Donc il y a un fort travail aussi de sensibilisation et de formation de nos collaborateurs à ces démarches participatives, de concertation, aussi de pédagogie. Et puis peut-être en exemple, puisque vous disiez que nos spectateurs parlaient de pragmatisme, un exemple sur lequel on travaille, et là il nous reste encore beaucoup à faire, ce sont tous les sujets de réemploi, d'économie circulaire. Et là-dessus, on a un certain nombre d'opérations phares. Hein. Je parlais tout à l'heure d'une caserne qu'on avait transformée. Dans le cadre de cette caserne, on a donc il y avait des opérations de démolition, de reconstruction, mais aussi de réhabilitation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de matériaux qui étaient des matériaux très qualitatifs, hein, parce que l'armée, ils font de la qualité souvent. Et donc, du coup, on a vraiment travaillé avec une démarche très spécifique en mettant en place une assistance à maîtrise d'ouvrage et un bureau d'études vraiment spécialisé dans le réemploi qui a fait d'abord sur le site l'ensemble du diagnostic des matériaux, mais y compris des portes de placards de la caserne, donc des anciens bureaux militaires, des magnifiques radiateurs en fonte, voilà, et sur lesquels on s'est dit on ne va pas acheter tout ça en fait. Enfin, il faut que ça soit réemployé. Alors soit réemployé sur site, et il y a beaucoup de choses qui ont été réemployées, retravaillées sur site, soit valorisées via d'autres filières, via des associations ou sur d'autres chantiers et d'autres opérations. Et du coup, ça nous a lancé, on a monté une démarche de plateforme de réemploi en fait au sein de Paris Habitat et avec des partenaires pour se dire les chargés d'opération de Paris Habitat, quand ils ont un certain nombre de matériaux, de portes qu'ils vont déposer, reposer, etc., ils les mettent sur cette plateforme et d'autres
chargés d'opération peuvent les réutiliser et les réemployer pour des besoins sur d'autres sites. Et quand on ne peut pas le faire, bien évidemment, on passe par d'autres filières associatives, etc. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de travail, à la fois pour que on rende ces filières de réemploi économiquement viables. C'est-à-dire que, et on a montré dans ce programme que dans certains cas, on n'avait pas de surcoût à faire du réemploi, parce que parfois c'est souvent un peu le mythe, on se dit oui mais en fait ça va plus cher d'acheter la porte neuve qui vient de Chine, et c'est quand même assez dommage que de réemployer celle qui est directement sur site. Là, on a pu prouver que non, on savait faire des choses qui étaient aussi économiquement viables. Et là, on a encore beaucoup de travail pour le généraliser et le diffuser sur l'ensemble de nos opérations. Mais je pense que ce sont des systèmes aussi qui sont très vertueux pour contribuer à la ville bas carbone. Très bien, merci beaucoup. On fait une petite pause pour répondre à des questions qui nous arrivent. Il y a beaucoup de questions sur le prêt à impact pour Amine, vous allez pouvoir y répondre. Amine, prêt à impact pour les bailleurs, c'est bien, mais comment les locataires peuvent en bénéficier au final ? Alors, c'est vrai, je suis d'accord que le prêt impact s'adresse aux bailleurs sociaux. Mais forcément, on redonne du pouvoir d'achat entre guillemets aux bailleurs sociaux. Et on a eu véritablement des cas concrets où le bailleur social ne reversait pas la bonification à une association, mais gardait cette bonification pour des usages et pour un usage auprès de ses locataires. Très bien. Et puis en plus, on peut imaginer qu'en augmentant, en faisant évoluer sa RSE, ça bénéficiera au bien-être du locataire in fine. Exactement, c'est un cercle vertueux. Avec des taux d'intérêt assez faibles en ce moment, quels sont réellement les montants reversés aux bailleurs ? Alors, certes, je suis d'accord, les taux d'intérêt en ce moment sont faibles. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a produit environ 450 millions d'euros de prêts à impact. Là, on a d'ores et déjà reversé 450 000 euros aux bailleurs sociaux qui ont d'ores et déjà atteint leur objectif extra-financier pour la première date d'anniversaire du prêt. Bien évidemment, ces bailleurs sociaux bénéficieront encore de bonifications. Rien que sur cette année. Rien que sur une année. Voilà, c'est intéressant. Okay, très bien. Et enfin, pouvez-vous donner des montants sur les prêts à impact ? Ça représente quel volume ? Vous avez venez d'y répondre. Oui. En moyenne, un prêt à impact, ça va tourner autour de 25 millions d'euros sur 20 ou 25 ans. Oui, le nôtre, il faisait 10 millions d'euros chez Paris Habitat. Et en plus, c'est le début, on peut imaginer que ça va... Exactement, ça c'est très très important. Notre ambition à horizon 2024, c'est de produire un prêt sur 3 en prêt à impact. Ça c'est très très important parce qu'on a le soutien aussi de notre direction sur cette vision-là. Et je pense que ça, c'est une ambition, en tout cas qu'on se fixe, on est dans la bonne trajectoire. Mais voilà, en 2024, c'est réaliser un prêt sur 3 en prêt à impact. Merci. Une question pour Jérôme Capel. Pouvez-vous évaluer les économies d'énergie de vos locataires dans votre programme ? Ça, on en a parlé, de 10, 20 à 130 euros par an sur l'électricité. Est-ce qu'il y a d'autres économies qui peuvent être induites ? Oui, alors là on a parlé de l'économie de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire ce qui est injecté, ce qui est remis sur la facture des locataires par le fournisseur de chaque locataire. Par contre, le fait d'emmener le locataire dans une démarche de compréhension de ses usages, l'économie générale pour la consommation de l'énergie est voisin de 13%. C'est-à-dire qu'il y a 13% de diminution du volume de l'énergie consommée parce qu'il y a une prise de conscience de la température, de la ventilation, de l'ouverture des fenêtres, du temps de douche, enfin voilà, tout l'ensemble des bonnes pratiques qui pouvaient glisser globalement dans la compréhension. Et puis le fait de l'afficher, de le partager et d'en discuter, c'est ce petit challenge-là qui va bien et qui fait en sorte que, pourquoi pas moi, et puis là on observe dans nos locataires une diminution de leur consommation de l'ordre de 10 à 13%. Et ça rejoint exactement les propos de notre table ronde précédente sur la mobilisation des locataires au service du défi climatique. Et effectivement, l'information, la formation, l'acculturation, c'est quelque chose d'un peu impalpable, mais qui a de vrais résultats. Surtout quand on fait en sorte de la rendre pérenne dans le temps.
faut pas que ce soit qu'un one-shot. Le fait d'investir dans la formation fait en sorte que régulièrement, à l'occasion de montage d'autres services, on remet en fait sur la table, et finalement vous en êtes où, est-ce que l'énergie, ce qui s'est passé relativement intéressant dans l'augmentation de l'énergie, quelque part l'autoconsommation a amorti l'augmentation de l'électricité. Jérôme Capel, comment votre orientation d'habitat contributif peut-il faire évoluer le modèle actuel de l'habitat social ? En gros, est-ce que ça peut se dupliquer, se déployer à plus large échelle encore ? Oui, parce qu'on l'a vu à travers les exemples, à travers votre jardin participatif, à travers les actions des différents locataires, c'est vraiment un modèle qui... de toute manière, va s'imposer de lui-même, même à travers la RSE. Quand on parle d'indicateurs, quand on parle de mise en place d'un certain nombre d'événements qui vont faire en sorte de bonifier les prêts ou d'atteindre des objectifs particuliers, il va bien falloir à un moment donné que cette performance-là aille jusqu'à l'enrôlement des locataires dans une démarche positive de prise en charge de leur responsabilité, quelque part sociétale, de participation à l'effort sur la mise en place. Donc l'habitat contributif va faire en sorte que soit ça va être imposé par le fait de dire les bâtiments doivent produire autant d'énergie ou on doit avoir atteint des indicateurs particuliers. Donc il faudra bien mettre derrière ça une méthode, un enrôlement, une formation et des équipes formées pour aller jusqu'au bout de cette démarche. Très bien. Amine, excusez-moi, c'est tout dans le désordre, mais bon, les questions arrivent comme ça. C'est la loi du genre. Amine, les indicateurs pour bénéficier de la bonification du prêt impact sont-ils annuels ou à réaliser une seule fois sur la durée du prêt ? J'imagine qu'ils sont annuels et qu'ils sont même reconduits. Exactement. Alors on fixe un indicateur qui va être valable pendant toute la durée de vie du prêt, à moins que la réglementation évolue en cours de durée de vie du prêt. Pour autant, l'objectif est bien évidemment annuel. L'objectif extra-financier à atteindre est annuel et donc la bonification, le reversement de la bonification est annuel durant toute la durée de vie du prêt. Compris. Marie Godard, votre engagement RSE s'adresse uniquement aux locataires ou bien aussi en interne ? Alors, non, il s'adresse à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un des marqueurs assez forts de notre engagement RSE, c'est d'être ce qu'on appelle, nous, la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'à la fois, l'attention, on doit la porter de façon très forte, évidemment, à nos locataires, aux habitants, mais à la fois, on est en capacité de porter cette attention si aussi on la porte à nos collaborateurs et si on est cohérent aussi avec les engagements que l'on a en interne à Paris Habitat. Donc, typiquement, si je prends l'exemple, par exemple, de l'économie circulaire, du réemploi, là, évidemment, on est sur des volumes très importants quand on parle de nos opérations d'aménagement, de réhabilitation, mais y compris sur nos locaux tertiaires, sur nos bureaux. On a également une plateforme de réemploi et on fait aussi du réemploi à chaque fois qu'on réaménage des bureaux. On a des démarches d'économie circulaire aussi sur l'interne. La concertation aussi, on fait des enquêtes satisfaction de nos locataires annuellement. On fait aussi un baromètre social en symétrique d'engagement de nos collaborateurs annuellement. Voilà, on essaye d'être vraiment en cohérence pour que ça ait un sens global en fait. Et la déclinaison de justement ces objectifs de développement durable, ils soient à la fois portés par l'organisation et auprès de nos locataires. Merci. Repartons à Grenoble auprès de Philippe Fracchiola qui nous suit toujours. Vous nous avez parlé de cette évaluation, de ces évaluations régulières de votre politique RSE. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu vos points forts et puis vos marges de progrès, comme on l'a fait avec Marie Godard tout à l'heure ? Alors, l'évaluation en fait a mis en exergue, en force, l'approche systémique en fait de la RSE, le fait que nous sommes bien dans une vision globale, ce qui me permet de faire un lien avec votre nuage de mots et le mot dominant pragmatique. Oui. Que je partage tout à fait. Très clairement, on peut être à la fois pragmatique, extrêmement concret, et en même temps avoir une démarche tout à fait organisée et structurée. Et c'est ce qui a mis en avant justement l'auditeur, l'évaluateur, en disant voilà, vous avez un système qui est assez clair. Le fait aussi que la démarche RSE n'est pas un système en parallèle de notre projet d'entreprise, et ça c'est extrêmement important. Donc
la démarche est totalement intégrée au cœur du projet d'entreprise. Donc, on est bien sur le versant stratégique de l'entreprise et qu'on dispose d'une culture RSE partagée en interne. Je rejoins aussi ce qu'a dit ma collègue. Il y a beaucoup de similitudes sur la symétrie des intentions. Je veux dire, on ne peut pas être vertueux en externe si on ne l'est pas en interne. Donc, c'est extrêmement important. Et que cette culture RSE, elle est bien identifiée également en externe. J'ai une question pour vous, Philippe Fracchiola, qui vient d'arriver. Votre démarche RSE s'applique à tout votre écosystème, y compris vos fournisseurs, prestataires. Oui, tout à fait. Quand vous dites systémique, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Également dans nos consultations, nos appels d'offres, vos achats, des points de etc. vigilance. Alors, après, il faut être également dans l'accompagnement. Hein. Je veux dire, on a des fournisseurs, on est quelquefois sur des secteurs tendus avec des fournisseurs qui ne sont pas légion. C'est comment des TPE, comment nous arrivons également à les accompagner dans le temps. On n'est pas dans de l'injonction, il faut être très clair là-dessus aussi. Hein. Donc là aussi, le mot pragmatisme me va bien. Alors, la réalité, hein, telle qu'elle existe. Les marges de progrès. Sur les marges de progrès, alors c'est là où je suis, je regarde ça avec beaucoup d'attention parce que ce sont les principaux enseignements. Hein, une formalisation de nos actions et résultats qui nécessite d'être renforcée, notamment en matière environnementale. Je le traduis, ça veut dire qu'on fait, mais on ne trace pas suffisamment. Alors, on a des indicateurs, mais qu'on ne met pas suffisamment en lien avec la politique générale. Donc, il y a un travail de formalisation qui est important. De même, une formalisation à parfaire sur le dispositif de pilotage de notre démarche RSE et apporter également plus de convergence dans notre communication entre le rapport responsable annuel que nous produisons donc généralement au mois de mai-juin et un dispositif dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle ACTER sur les externalités positives. Et on a deux systèmes qui évidemment se parlent, mais il y a un exercice de convergence qu'il faut opérer et qu'il faut conduire à maturité. Et on n'y est pas encore aujourd'hui. Donc c'est un point sur lequel nous allons travailler. Très bien. J'ai une question que je vais poser à tous les bailleurs et je vais peut-être commencer avec vous, Monsieur Bourgeois, qui n'avait pas parlé depuis un petit moment. Une stratégie RSE forte, assumée, existante, reconnue, évaluée, c'est aussi un atout comme marque employeur, finalement, pour recruter, fidéliser les employés à l'interne. On sait qu'on est aujourd'hui sur des métiers, je ne sais pas si vos métiers à vous, vos secteurs sont impactés, mais on sait qu'il y a des secteurs, beaucoup, qui sont impactés par du turnover, par de la désaffection, par du manque de la difficulté à recruter. Est-ce que d'avoir une politique forte, c'est un peu plus une garantie de recruter, de fidéliser ces employés? Je pense que les nouvelles arrivées en entreprise sont en quête de sens. Et la quête de sens passe aussi par l'impact de la société en matière de RSE. C'est le degré d'innovation que n'importe qui en arrivant dans une entreprise va chercher à tout prix pour trouver un sens au quotidien dans ses missions, trouver une motivation. C'est aussi une source de motivation, à mon sens, sur l'ensemble du spectre de la RSE, qu'elle soit nature sociétale, sociale, environnementale. Et puis aussi être force de proposition. C'est-à-dire qu'on peut interroger les collaborateurs, tout le monde a des idées sur ces sujets. L'idée, c'est de les faire participer à cette stratégie de RSE, de les sensibiliser aussi, que ce soit par les fresques du climat ou des éléments qui vont emmener un peu plus tout le monde sur les sujets environnementaux. Donc oui, clairement, c'est une quête de sens, c'est une manière de fidéliser les nouvelles arrivées en entreprise, pour mieux comprendre aussi l'objet social de l'entreprise. Jérôme Capel, c'est votre avis aussi ? Tout à fait, oui. Le fait de donner du sens à travers le déploiement d'une responsabilité qu'on appelle sociétale, qu'elle soit environnementale ou d'entreprise, fait en sorte que les personnes aujourd'hui changent de posture. On parlait du rôle du proximité qui est relativement forte. Ils changent de posture par rapport à leur mission face aux locataires. Quand on a nos chargés d'opération aujourd'hui qui programment les réhabilitations, qui programment demain un bâtiment qui va être construit pour une 50aine d'années, ils prennent une responsabilité de leur choix énergétique. Ils prennent une responsabilité dans aujourd'hui quelles sont les solutions qu'ils vont mettre en œuvre, qui vont
participer à la décarbonation globalement du système, qui vont améliorer le pouvoir d'achat tout en préservant la capacité du bailleur à rendre en permanence sa fonction d'accueillir les locataires dans des conditions financières le plus importantes possible. Et là, les enjeux fidélisent, mettent du challenge et font en sorte de pouvoir travailler différemment avec nos entreprises, nos partenaires, nos architectes, nos bureaux d'études, parce que là, aujourd'hui, il faut réfléchir un petit peu différemment dans le rôle du bâtiment qui s'étend aujourd'hui sur un impact environnemental très très fort. Une question vient d'arriver pour vous, Jérôme Capel. Comment adapter l'évolution des pratiques professionnelles RSE, le rôle des services de proximité? Comment les adapter? Tout à l'heure, vous parliez du mot pragmatisme. C'est comme ça qu'on va le faire. C'est qu'à partir du moment où l'équipe de proximité rend un service, à partir du moment où ce service est tracé à travers le numérique, à travers la connaissance du quotidien, qui aujourd'hui est rendue possible par les objets connectés, par nos smartphones, et l'information qui est de plus en plus pédagogique. Avant, elle était un peu archaïque dans des fichiers Excel, dans des tableaux, dans des kilowattheures ou des euros qu'on ne comprenait pas. Là, aujourd'hui, il est assez simple que ces indicateurs-là puissent emmener nos équipes de proximité à globalement transformer leur métier et aller vers une responsabilité sociétale intéressante dans l'entreprise. Merci. Marie Godard, vous qui employez beaucoup de gens, beaucoup de gardiens, beaucoup d'administratifs, la RSE, c'est aussi une façon de dire aux jeunes recrues, je pense aux jeunes recrues qui ont besoin de plus de sens, chez nous, vous allez trouver ce sens, vous allez trouver ces raisons de venir au travail. Oui, alors je partage ce qui a été dit, je vais paraphraser. Effectivement, nous, notre marque employeur, c'est être utile à la ville. Alors, c'est évidemment, ça embarque tous ces sujets RSE. Après, l'enjeu, c'est de ne pas créer de fausses promesses. C'est-à-dire que ce soit la réalité, parce qu'entre attirer des gens et ensuite les fidéliser, le sujet, c'est qu'il faut qu'ils s'y retrouvent au quotidien, qu'ils aient la réalité de cet engagement, qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui vit, que ce n'est pas justement que du RSE washing ou que de la communication. Et la marque employeur, elle fonctionne si effectivement elle est vécue au quotidien. Et au-delà de l'attractivité de nouveaux talents, moi je crois aussi que vraiment la démarche RSE, elle impacte aussi la gestion des compétences et notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On le disait, comment on embarque les gens et comment on les forme à être en capacité de pouvoir appréhender ces sujets, le sujet de l'énergie, le sujet de la concertation, le sujet du bas carbone, les sujets aussi économiques avec y compris, ça veut dire qu'il faut former les financiers dans une entreprise à comprendre ce qu'est un prêt à impact, pourquoi c'est un levier. Et ça veut dire que, et ça c'est très intéressant, ça veut dire que ça impacte aussi la façon dont on développe nos compétences en interne. Et ça, c'est évidemment motivant pour des collaborateurs et ça leur donne aussi des perspectives à la fois de carrière et aussi d'employabilité demain en élargissant leur métier en fait. Merci. Vous savez que Digital Habitat est un événement qui est organisé par 30 start-up, entreprises innovantes qui peuvent se mettre à votre disposition et à votre service. Et dans les diverses tables rondes de la journée, on a cherché à savoir, parce que ce sont des gens qui vous écoutent, qui vous regardent avec beaucoup d'attention, et on a cherché à savoir ce que vous pouviez attendre d'eux pour chaque thématique. Alors là, par exemple, pour affiner, pour piloter, pour évoluer dans votre RSE. Peut-être, Alexandre Bourgeois, vous pourriez nous parler de cette expérience avec Coquelicot, mise en place depuis quelques mois, et puis après on demandera à chacun ce qu'il peut attendre de cet écosystème. Oui, tout à fait. Alors, depuis quelques mois maintenant, on est en partenariat avec Coquelicot. Alors, le pourquoi du comment, donc aujourd'hui, tous les bailleurs sont soumis à la réglementation, notamment en termes d'individualisation des frais de chauffage. Aujourd'hui, on estime que les équipements qui sont proposés sur le marché comportent des biais, notamment en termes de mesure de la consommation réelle du logement. Un locataire qui est potentiellement mal orienté, mal placé, va devoir, entre guillemets, consommer plus que d'autres, et par système de vol de calories, familièrement, il risque d'y avoir une certaine inéquité. Aujourd'hui, on estime que peut-être demain,
c'est un test, hein, voilà, ça reste une expérimentation. Tester des systèmes en facturant à la température intérieure et non plus à la consommation réelle mesurée serait plus équitable. Donc ça, c'est le système proposé. Et comment partir du coup d'une réglementation pour en faire une innovation, on va dire, et quelque chose d'intéressant, une opportunité, c'est de proposer un système clé en main avec la proposition via une plateforme de quel est le niveau de charge des locataires, combien ils consomment, via le digital, finalement proposer une solution clé en main de sensibilisation, de responsabilisation, parce qu'une fois qu'on a travaillé sur les travaux, sur les équipements, on observe aussi qu'il peut y avoir des dérives sur, notamment en termes d'usage et de comportement. Donc le dernier liant, c'est finalement le comportement vis-à-vis de l'énergie en tant que telle et comment on peut responsabiliser les habitants à ce sujet. Donc 4 expérimentations menées avec Coquelicot, chacune par les 4 filiales du groupe Polylogie, complémentaires entre elles, parce que les équipements sont différents à chaque fois. L'objectif, c'est de l'évaluer sur différents plans techniques, de ressenti des locataires, en termes de charge aussi, ça va être l'objectif final. Et puis de travailler finalement avec un acteur un peu innovant sur le secteur qui propose une solution connectée. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est plutôt intéressant. On a des systèmes robinets thermostatiques connectés et d'autres plus simples avec des sondes déportées. Ça fonctionne. Maintenant, il faut pouvoir éduquer en passant par encore plus de sensibilisation. Et il faut accompagner notamment la start-up pour que la proposition faite auprès des locataires sur la plateforme soit la plus cohérente possible pour faire passer les messages. Il ne faut pas se tromper sur la nature du message non plus. On peut se tirer une balle dans le pied aussi, notamment sur les charges des locataires. Compris. Philippe Fraquela, question pour vous. Voilà, comment est-ce que l'écosystème de l'innovation, du digital peut vous accompagner sur l'évolution de votre RSE ? Alors, on a la chance sur le bassin grenoblois d'avoir un écosystème en matière de start-up, de chercheurs qui est assez riche. Alors, la SDH, en fait, a engagé un partenariat avec les universités, le CEA, le Commissariat de l'énergie atomique, au travers. On est membre, en fait, de l'IDEA Lab du CEA, et on travaille sur les mêmes problématiques que vous avez signalées tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois sur l'autoconsommation, sur le bas carbone, avec notamment Vika sur le ciment bas carbone, sur la ville résiliente. On traduit ça également sur des tests, mais sur à grandeur nature, notamment une opération de réhabilitation qui me revient en tête avec lancé Energy Storage sur des radiateurs intelligents, donc start-up, donc qui démarre avec un procédé qui est intéressant, que nous expérimentons à petite échelle et qu'on étend, et qui a permis, en fait, au travers du retour d'expérience, qui a permis à cette start-up de passer à un mode industriel. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on lance de façon périodique un certain nombre d'événements. Dernièrement, Startup fait ton pitch, qui nous a permis, en fait, de challenger un certain nombre de startups, et d'en retenir un, donc sur un chatbot locataire qui aujourd'hui est intégré à notre site internet. Ce qui est intéressant aussi, au travers de ces quelques exemples, c'est que c'est rassemblé quand même dans une approche très rationnelle, c'est-à-dire qu'on a un périmètre qui est défini dans le cadre de notre stratégie et démarche RSE, qui permet d'éviter de fonctionner simplement par opportunité, mais d'avoir une vraie cohérence sur ces expérimentations et ces innovations. Très bien. Eh bien, je vous remercie les uns et les autres. Amine Fessi, sur un dernier mot. Startup, parce que c'est très très important. Je voulais dire d'abord, ces startups, on les accompagne. On les accompagne en tant que banquier. On a d'ailleurs une filière qui s'appelle Neo Business qui accompagne les startups. On les accompagne en les finançant, en entrant parfois dans leur capital et en les mettant tout simplement en relation avec nos clients ou nos fournisseurs ou nos partenaires. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et j'ai eu le plaisir d'échanger avec quelques startups aujourd'hui, nous sommes très sensibles, en effet, à l'innovation. Et donc, on l'a déjà réalisé avec certaines startups. On peut construire et co-construire une offre commune pour aller adresser nos clients en lien avec des startups. Et ça marche très, très bien.
Eh bien, parfait, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Il est 17h bientôt 40. Cette table ronde s'achève. Merci encore à vous toutes et tous pour votre disponibilité et la qualité de vos échanges. Merci pour avoir pris le temps de répondre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui en présence ou à distance pour M. Fracchiola à Grenoble, qu'on salue. C'est aussi la fin de cette belle première journée de Digital Habitat 2022. 5 tables rondes riches en échanges d'expériences, en échanges de points de vue, de vision de l'avenir, mais surtout en échanges humains. J'ai trouvé que c'était vraiment de très très beaux moments qu'on a passés ensemble. D'ailleurs, ces tables rondes sont disponibles en replay. Vous pouvez les retrouver quand vous voulez sur notre site digital-habitat.club. Digital Habitat se poursuit demain jeudi 24 mars, toujours en ligne, avec quelques 70 conférences d'une demi-heure chacune, des webinaires de 9h jusqu'à 18h, animés par les 30 partenaires organisateurs de ces journées connectées de l'habitat. 70 occasions de découvrir leur vision, leurs produits, les solutions que proposent ces entreprises qui offrent dans des domaines très larges de la digitalisation au service des bailleurs, des gestionnaires, des concepteurs de l'habitat. Et si vous en manquez, pas de panique, parce que 70 en une journée, c'est quand même beaucoup. Elles seront disponibles en replay avec un petit catalogue. Tout ça est très bien fait. J'ai été ravi de vous accompagner tout au long de cette journée. Merci à toute l'équipe d'organisation. Merci à l'équipe technique. Merci à tous nos participants et nos partenaires. Bonne soirée. Rendez-vous demain dès 9h pour la deuxième journée de Digital Habitat 2022. À bientôt.